Messieurs, dames, on va commencer dans quelques instants. Merci de venir vous installer de ce côté-là. Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, juste avant d'introduire nos invités pour ce soir, je vais donner le mot d'ouverture pour le président de la Fondation Tasman, David Jourdain. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ce soir. D'abord parce que c'est la 3e édition de nos soirées du Cercle Numérique Responsable, donc la fondation, issue de la Fondation Tasman qu'on a montée il y a 2 ans et demi. Et puis parce que le thème de ce soir me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai toujours été passionné de sujets autour de la démocratie, et donc l'impact de tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux m'a toujours beaucoup inquiété à titre personnel. Et donc je suis à la fois curieux de ce qui va être dit ce soir, et j'avais envie de faire partager ce sujet de préoccupation là, au sein de nos activités de la Fondation pour qu'on puisse avoir un impact positif sur ce sujet. Donc encore bienvenue chez Tasman. On est ravis que vous soyez intéressés par ces sujets-là, que vous puissiez être contributeurs pour améliorer notre société. Donc j'espère que la soirée de ce soir la sera enrichissante et qu'il y aura des contacts qui pourront se faire entre vous pour qu'on puisse agir positivement pour notre société. Et donc c'est Hicham, qui est un brillant consultant qui anime le débat de ce soir. Je te passe la parole. Merci David. Donc sans transition, on démarre donc notre échange de ce soir qu'on a souhaité, comme vous le savez, l'axer sur la désinformation, la propagande, la polarisation, enfin tous les mots qui prennent pour cible notre cyberespace. Et surtout, quel rôle les entreprises au sens large, les organisations, dans la lutte contre ces mots et la promotion des valeurs de tolérance, de vivre ensemble, de débat sain sur l'espace numérique. Alors pour en discuter ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous David Colomb. David, vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. Vous êtes membre du groupement de recherche Internet et Société du CNRS. Vous êtes historien spécialiste des questions de la communication. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont votre dernier livre, La guerre de l'information, édition Talendier, pour lequel vous avez reçu le prix de la revue des Deux Mondes de 2024. Bienvenue David. Avec nous également ce soir Olivier Guillemin. Olivier, vous êtes journaliste de métier, vous avez été pendant 7 ans reporter à l'agence d'information Reuters dans des services différents, politique, sport, international. Et aujourd'hui, vous êtes cofondateur et directeur de l'association Entre les lignes, association qui agit pour l'éducation des médias. Vous produisez des ateliers à la fois pour des publics jeunes et adultes pour leur apprendre à mieux interagir avec les médias. Et votre structure aujourd'hui rassemble plus de 250 journalistes bénévoles, tous intéressés par le sujet. Bienvenue Olivier. Avec nous également Olivier Schwartz. Olivier, vous êtes le directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Vous êtes également responsable de la thématique sciences et arts de l'Institut Pasteur, et vous travaillez sur des sujets de virus comme le coronavirus, le HIV, le Mpox et les réactions des systèmes immunitaires à ces sujets-là. Bienvenue Olivier. Merci. Je commence par vous, Olivier Guillemin. Peut-être un point d'actualité pour revenir sur un point qui a un petit peu marqué l'actualité de l'été. Donc on était nombreux à suivre l'arrestation du patron de Telegram fin août ici à Paris. Et donc c'était un point qui a été largement commenté dans la presse. Pour vous, quelle lecture faites-vous de cette arrestation et comment on peut la lire dans le cadre du paysage médiatique ou de réseaux sociaux en France et en Europe? J'aurais presque envie de vous répondre par un mot un peu provocateur et vous dire enfin. Enfin. Pourquoi ce mot? Parce que tout simplement, ça fait des années que ces plateformes, on peut citer donc Telegram bien évidemment, WhatsApp, TikTok,
YouTube ou Twitter se déresponsabilisent totalement des contenus qui transitent sur leurs canaux. On parle de contenus à caractère raciste, antisémite, homophobe, d'incitation à la haine ou au terrorisme, ou bien de réseaux criminels qui opèrent sur ces plateformes pour faire du trafic de stupéfiants, de la traite humaine ou organiser des attentats. Enfin aussi parce que ça fait des années que les responsables de ces plateformes-là ignorent de manière splendide toutes les demandes des autorités judiciaires dans certains pays qui sont chargées d'enquêter sur des crimes ou sur des délits. Je pourrais vous citer plein d'exemples, des exemples connus, des exemples de proches, de journalistes qui ont été victimes de ça. Des années donc que ces personnes-là, en se défendant comme en se présentant comme des défenseurs de l'Internet libre, des individus, des entreprises, des personnes physiques se posent au-dessus des lois, au-dessus du contrat social qui nous a permis de sortir de l'état de nature, comme vous le savez tous. Cette arrestation, pour moi, c'est un avertissement, un marqueur. Pour moi, c'est un petit drapeau planté, car on sait bien qu'il y a très peu de chances que ce milliardaire russe ne termine pas en prison. Alors, vous savez qu'il y a une autre affaire en parallèle de violence présumée sur deux de ses enfants. En tout cas, on sait que le chemin sera long vers une modération éclairée de l'espace numérique. Cette arrestation, pour moi, elle est aussi le symbole que quelque chose est en train de bouger. Je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil récemment, avec un juge, un magistrat, plein de courage, qui mène un combat contre la désinformation, et qui a donc fermé Twitter au Brésil. Donc je pense que vous avez vu peut-être les commentaires d'Elon Musk. Et pourquoi, entre autres, il a fermé Twitter au Brésil? Parce que Twitter avait ouvert des comptes la justice brésilienne avait demandé de les fermer pour atteinte à la liberté d'expression, des choses comme ça. Mais tout simplement parce que chez Twitter au Brésil, il n'y avait pas de représentant légal. Donc ça c'est quand même fort. Une entreprise dans un pays, une grande puissance économique, pas de représentant. Donc il a fermé. Alors, oui, bien sûr, on peut dire aussi, et peut-être qu'on dira, Telegram c'est un formidable outil d'expression du pluralisme. On le sait, en Iran, en Russie, dans des pays où c'est difficile d'échanger, effectivement, mais voilà, aujourd'hui, pour nous, en tout cas entre les lignes, il existe un besoin très fort de régulation et une prise de conscience générale sur le sujet. Donc, je retiens un marqueur pour vous, cette arrestation, Olivier. David, pour vous, je rappelle pour notre public, donc, Pavel Durov a été arrêté pour des accusations, entre autres, de complicité dans des dossiers liés au trafic de drogue, d'apologie de terrorisme et de cyberharcèlement. Donc, pour vous, quel impact voyez-vous de cette arrestation à court moyen terme pour l'écosystème des réseaux sociaux en Europe? Je ne suis pas futurologue, mais historien. Je me penche plutôt sur le passé pour comprendre le présent. Je ne me garde bien de prédire quoi que ce soit. En revanche, il me semble que l'affaire Durov est un résumé du rapport qu'entretient la société avec les réseaux sociaux. Lorsque Durov a créé VKontakte, parce qu'il a d'abord créé VKontakte, c'est parce qu'il voulait doter les Russes et les russophones d'un moyen d'expression, et il a défendu la liberté d'expression au profit des opposants à Vladimir Poutine, notamment lors des manifestations de la place Bolotnaya en 2011. Lorsque les autorités, le FSB, lui ont demandé la liste des gens qui avaient créé des pages appelant à manifester contre Poutine, il leur avait répondu par un mème avec un chien et une langue pendante. Donc, il a été la bête noire de Poutine, ce qui lui a valu de devoir partir pour sauver sa vie. Il a vendu ses parts. Il a créé à ce moment-là Telegram, et Telegram est apparu aussi comme un outil d'émancipation. Mais ce que révèle cette histoire, c'est aussi le fait qu'on est en présence d'un enjeu géopolitique. Pourquoi est-ce qu'il a obtenu la nationalité française en 2021? Parce qu'en 2017, lorsque le FSB a voulu imposer l'accès aux clés de chiffrement de Telegram, il a refusé, et la France, nos services de renseignement se sont dit que l'occasion était parfaite pour le récupérer également Telegram, dont il était prévu que les serveurs s'installent en France, et possiblement les clés de chiffrement. Moi qui suis au quotidien les activités des propagandistes, notamment russes, j'ai été absolument, amusé par leur réaction lors de son arrestation. Leur réaction, ce fut l'effroi.
ils ont été effrayés par cette arrestation parce que du jour au lendemain, ils craignaient que les services de renseignement français n'accèdent aux clés de chiffrement de Telegram. Enfin, ce que ça nous apprend, c'est que nous avons peut-être besoin de réseaux sociaux intègres, by design, et nous sommes en souffrance en Europe parce que, à la différence de aussi que je viens de citer, à la différence de la Chine, à la différence des États-Unis, nous n'avons pas de réseau social européen qui applique by design les obligations telles que le DSA, le RGPD ou les AI Act. Et c'est un manque gravissime. On peut chercher à améliorer les choses. Ce matin, avec les États généraux de l'information, nous avons rendu notre rapport et il y a bien évidemment des propositions qui portent sur la question de la régulation des algorithmes. Mais rien ne sera aussi efficace que de créer nos propres réseaux sociaux. Merci David. Je reviens vers vous, Olivier, vous n'êtes pas spécialiste de Telegram ou des réseaux sociaux, mais peut-être d'un point de vue citoyen, pour vous Olivier, comment lisez-vous cette arrestation? Quel impact elle aurait concrètement sur nos réseaux sociaux en France et en Europe? Alors, Hicham, vous avez rappelé les motifs de la mise en examen de Pavel Durov. Donc là, on est vraiment aux antipodes des valeurs humanistes, de recherche, de santé publique, de valorisation de la recherche de l'Institut Pasteur. Donc on n'utilise pas, bien sûr, le réseau, les groupes Telegram pour communiquer. Il y en a d'autres. Hein, ce que tu viens de rappeler, le besoin est très intéressant. Et il est important d'avoir des moyens adaptés, raisonnables et contrôlés, bien sûr. Merci Olivier. Donc, je reviens vers vous, David Collant. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des questions de la communication. Et si on revient un peu sur le côté dictionnaire des termes qu'on exploite ce soir, pour vous, comment définir la désinformation, mais surtout qu'est-ce qui distingue la désinformation qu'on vit de nos jours de celle qui a toujours existé, je pense à l'époque de la guerre froide ou peut-être avant? La désinformation désigne le fait de propager volontairement des informations que l'on sait fausses dans le but d'obtenir un gain personnel ou de nuire. La mésinformation désigne le fait de le faire involontairement. À mes yeux, ces concepts ne sont pas les plus pertinents pour appréhender les environnements numériques aujourd'hui. Je préfère pour ma part la notion de manipulation de l'information, qui est celle que j'emploie dans mes livres, qui est celle aussi que nous employons, nous autres, qui nous efforçons de lutter contre les ingérences numériques étrangères à travers la notion de FIMI, Foreign Information Manipulation and Interferences, parce que on peut manipuler l'information sans que cette information soit fausse. Qu'arrive-t-il lorsque vous prenez une information vraie, par exemple, il y a eu des punaises de lit dans un cinéma, mais que vous l'amplifiez artificiellement pour truquer les algorithmes de curation de Twitter, Instagram, porter ce sujet à l'attention des autres journalistes et conduire ce sujet mécaniquement à dominer l'information. Ce n'est pas de la désinformation, mais c'est une manipulation de l'information. Et dans mon expérience des opérations de manipulation de l'information, souvent le faux côtoie le vrai et parfois le vrai se mélange au faux. Je vous donne un exemple que j'aime bien. Récemment, un réseau russe qui s'appelle Copycop a diffusé une fausse information selon laquelle un étudiant aurait été tué par la police française devant mon université Sciences Po à l'issue d'une manifestation pro-palestinienne. Ce réseau de propagande a créé un faux site d'information francophone par IA générative, a produit un faux texte racontant la vie du garçon et racontant les conditions de sa mort, généré par IA. Il a produit une vidéo du pseudo-frère de l'étudiant qui vient témoigner, générée par IA. Et puis, ils ont mis une photo se rapportant au récit qu'ils avançaient selon lequel la famille serait venue poser des bougies en souvenir de l'enfant disparu. Et c'est un portrait du garçon généré par IA, mais dans un cadre authentique, posé par terre rue Saint-Guillaume, photographié dans l'authentique rue Saint-Guillaume. Et l'écrivain Paul Valéry avait une formule en 1934 que je trouve extraordinairement pertinente aujourd'hui pour comprendre ce type de démarche. Le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux. Merci David.
Je reviens vers vous, Olivier. Donc, on parle de manipulation plutôt que de désinformation. Vous qui avez été victime en tant qu'institut de ces campagnes de manipulation, de désinformation à l'échelle, est-ce que vous partagez cette subtilité entre les termes? Est-ce qu'effectivement c'est plus de la manipulation qui est mixte entre le faux et le vrai? Tout à fait. Les manipulations dans le domaine de la santé, de la recherche sont très importantes et cela mène à une espèce de climat de défiance vis-à-vis de la recherche. Il y a plus de 50% de la population française qui ne croit pas lorsqu'elle entend un scientifique, pourtant spécialiste d'un domaine, présenter ses conclusions. On sait, vous savez également que 20% des personnes de 18 à 24 ans pensent encore que la Terre est plate, que les pyramides ont été créées par des extraterrestres. Alors, quand je vois ces sondages, à chaque fois, je me dis, est-ce que ce sont les sondés qui ont fait exprès de répondre ou est-ce que c'est vraiment leur opinion? Mais je crois que c'est plutôt leur opinion. Et donc, dans le rôle de l'Institut Pasteur, donc on a 4 missions, c'est faire de la recherche fondamentale, faire de l'enseignement, et l'enseignement, c'est au sens large, c'est former bien sûr les spécialistes en maladies infectieuses, en immunologie, en bactériologie. C'est Louis Pasteur lui-même qui avait fondé le premier cours au monde de microbiologie, ça s'appelait la microbie technique à l'époque. Mais dans l'enseignement, on inclut la formation du grand public, et notre moyen de le faire, c'est d'utiliser bien sûr les réseaux sociaux. Nos pages internet sont vues par des millions de personnes chaque année, donc c'est une source d'information continue en période, disons, pas nécessairement de crise. Et parfois on est confronté à des attaques malveillantes qui peuvent être au début de mauvaise foi ou de bonne foi, on ne sait pas. Je vais prendre l'exemple, par exemple, au début du Covid, du confinement. C'était en mars 2020. Et là encore, c'était le principe que tu as évoqué. Il y avait un fait de départ qui a été par quelqu'un qui a posté une vidéo sur Internet qui disait « L'Institut Pasteur a breveté le coronavirus SARS en 2014. Et donc, c'est lui qui a créé le virus, il a inventé le virus. » C'est effectivement, il montrait à l'écran, un brevet d'invention avec le numéro qu'il avait surligné. En fait, c'était un brevet d'invention pour un autre coronavirus. Ce n'était pas l'invention du virus, mais la protection de la séquence du virus pour faire des vaccins à l'époque. Et ça, en 2 jours, bon, c'était le début du confinement, peut-être les gens n'avaient pas grand-chose, malheureusement, enfin, étaient inquiets, avaient soif de connaissances, et donc ça a été vu par plus de 4 millions de personnes en 2 jours. Et donc on a été confronté à un déluge d'appels, d'attaques, et notre principe, c'est de réagir le plus sereinement possible, et donc on a contrecarré en faisant des vidéos, en expliquant, en faisant appel à des journalistes, bien sûr. Il y a des fact-checkers, par exemple à l'agence France Presse, qui débunk toutes les infections, en particulier dans le domaine médical, et ça c'est très important. Et d'ailleurs, cette personne, c'est la première fois que l'Institut Pasteur a porté plainte en diffamation, puisque c'était l'équilibre de l'Institut Pasteur, c'est une fondation de recherche à but non lucratif, d'utilité publique. Donc on vit en grande part de la générosité du public. Donc on a une mission de communication, d'informer, mais c'est également pour de collecte, de dons, et si on a des personnes malveillantes, il faut contrecarrer parce que ça se traduit à plus ou moins long terme sur une chute au niveau des dons. Et donc pour revenir à cette personne, il y a eu un procès en diffamation, il a été condamné, j'avais même été témoigner au tribunal de Compiègne. C'était quelqu'un, il semblait un peu désolé de ce qui s'est passé, il a été submergé par le truc, mais enfin, il a été condamné on a demandé 1 euro qu'on a eu, et surtout publication dans différents journaux, ce qui lui a coûté cher. Il a fait appel de la décision finalement, et après il a été de nouveau condamné. Donc c'est le seul cas. On respecte, voilà, on a utilisé la voie de la justice et on a essayé de tourner ça à notre avantage, comme pour chaque information, pour démontrer,
point par point, quand le point de départ est exact, et comment l'interprétation ensuite est dévoyée de façon bienveillante ou malveillante. Donc ça part souvent d'éléments qui sont vrais, mais qui sont décontextualisés, qui sont manipulés. Et finalement, donc, il y a la méfiance vis-à-vis des chercheurs, vis-à-vis des médias aussi. Et vous, Olivier Guillemin, vous êtes journaliste. Donc votre matière première, c'est l'information. Quand on parle de manipulation de masse, de désinformation, ça touche au cœur de votre métier. Donc, quel regard portez-vous sur ces phénomènes-là et comment vous les vivez, vous, du métier? Ça nous prend énormément de temps. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette un peu, je fais juste une petite parenthèse, mais pour ceux qui ne sont pas familiers, et j'en ai discuté avec un camarade de promotion qui travaille à l'Opinion, qui est au-dessus, parce qu'on parlait du modèle économique tout à l'heure, et ça ne va pas, la presse ne va pas bien depuis très longtemps. Les conséquences de ça, c'est quelque chose de structurel, depuis des décennies, c'est qu'il y a beaucoup de journaux qui ont fermé, il y a eu beaucoup de plans sociaux, donc moins de journalistes. On demande aux journalistes de faire de plus en plus de choses, parfois d'à la fois faire l'interview, la photo, la vidéo, le son, enfin voilà. Donc on a une information qui est de moins bonne qualité, aussi parce que les gens ne sont pas prêts aussi à consacrer un budget à s'informer. On est tous prêts à payer Netflix, Canal, Disney ou Prime ou autre chose, mais ça a du mal à s'ancrer en fait, quand même, l'idée que pour avoir accès à une bonne information, il faut la payer. Et des conséquences de tout ça, c'est qu'on a moins de journalistes sur le terrain. Et sauf quand Internet est arrivé, mais moi, les réseaux sociaux sont arrivés, je l'ai vécu. En fait, c'est un nouveau terrain qui est arrivé pour nous. Un nouveau terrain à surveiller en permanence et qui ne s'arrête jamais. Donc on a dédié des gens à ça. Et on le sait, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais avec des effets loupe, parfois on a l'impression que il se passe quelque chose de dingue parce que ça a fait un peu de buzz sur les réseaux, mais en fait on va interroger Micheline, Dédé ou Hicham à Marseille, chez moi, ils l'ont pas vu cette information et puis ils la verront pas non plus. Et aujourd'hui c'est extraordinaire, et tu en parlais tout à l'heure, Olivier, c'est comme on a dû créer un nouveau métier dans le journalisme qui s'appelle le fact-checking. Donc là, en fait, on a inventé un métier pour vérifier des fausses informations ou pour expliquer que parfois ce qu'on a mis dans le journal, c'était vrai. Donc, ouais, c'est une logique un petit peu infernale. Moi, ce que je note, c'est que, et ce que je dis souvent, je rêverais. Alors, c'est vrai qu'on est assez enfermé dans un champ sémantique, et un peu la faute de Trump, d'ailleurs, de la fake news, de la fausse information. Et David a eu raison de rappeler la différence entre la malinformation, la mésinformation, la désinformation. Très schématiquement, dans la désinformation, on met les fausses informations et les théories du complot, le conspirationnisme. Moi, je dis souvent que s'il n'y avait que des fausses informations, je serais un des plus heureux des hommes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fausse information, par définition, c'est faux. Elle ne peut pas prouver qu'elle existe. Elle n'a pas la preuve matérielle. Je dis par exemple, il y en avait eu plein pendant les présidentielles, je dis par exemple que Mélenchon a une Rolex. C'était une fake news présidentielle. Bah non, il n'a pas de Rolex, on peut le prouver en fait. On regarde sa montre, on sait que c'est pas une Rolex, choses comme ça. Et ça, en fait, une fausse information, ça se démonte en 2 secondes. Et on le fait dans nos ateliers, on fait de la vérification d'images, ce qui est beaucoup plus pernicieux, et c'est ce dont David tu parlais, et toi aussi, c'est la manipulation de l'information, et les théories du complot conspirationnistes en font partie. Une théorie du complot, c'est quoi ? C'est beaucoup plus pervers, parce qu'on va mélanger du vrai et du faux. Et c'est ça qui est terrible. On va dire aux gens des choses vraies. Vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de masque au moment de pandémie, ça c'est vrai. Ouais. Donc là, on va activer dans le cerveau des gens, dire ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On se souvient que l'OMS au début a dit qu'il ne fallait pas porter le masque. On se souvient après que le gouvernement nous a dit. Et puis comme ça, on fait un cheminement mental pour manipuler en fait, tout simplement les gens qui disent, parce qu'on les a embarqués, on utilise des petits subterfuges de manipulation, enfin de choses comme ça. Mais c'est ça le plus grand danger, c'est mixe le vrai et le faux. Donc pire que la désinformation, c'est la manipulation de l'information qui pose vraiment souci pour la société, qui mine notre espace numérique. Donc, si je reviens vers vous, Olivier Schwartz, nous avons souhaité axer la discussion de ce soir sur le rôle des entreprises dans la lutte contre la manipulation, tous les mots qui attaquent notre cyberespace. Alors que l'entreprise, son rôle premier, c'est la création de richesse. Donc la première question pourrait être déjà, est-ce que l'entreprise a effectivement un rôle à jouer là-dedans ? Quels sont ses enjeux finalement pour devenir acteur de cet espace numérique ?
Donc je peux dire quelques mots sur l'Institut Pasteur à nouveau, j'ai déjà commencé à aborder le sujet. Donc on est une entreprise particulière, notre richesse, c'était André Lvov, qui est le prix Nobel en 1960, qui disait on ne fait pas de la recherche pour gagner de l'argent, on gagne de l'argent pour faire de la recherche. Donc on a un but non lucratif. Et notre richesse, c'est notre savoir et les applications de la recherche, la mise au point de vaccins, bon, même si ça ne marche pas à tous les coups, de traitement, de diagnostic. Et donc, la communication, encore une fois, pour nous, c'est quelque chose de vital. J'ai parlé de l'enseignement tout à l'heure. Partager notre savoir, faire comprendre que qu'il n'y a pas une vérité scientifique, mais des connaissances scientifiques, avoir un discours nuancé, la vérité, les connaissances scientifiques, la vérité, il y a un progrès, c'est une vérité à un instant T, ça peut être démontré ou démonté par la suite, et donc c'est cette nuance qui est importante. Et ce qui est intéressant également, c'est le manque de connaissances, on peut reparler du Covid, de la population, et la soif de comprendre. Et donc, effectivement, les gens vont chercher des moyens d'information et avec leur vision vont élaborer une théorie. Ben, c'est le même raisonnement qu'un scientifique aussi, on prend des éléments et on bâtit. Et d'ailleurs, on dit que les bons chercheurs que la recherche, l'association, c'est les mêmes principes que la paranoïa finalement. On associe différents éléments, on essaie de créer quelque chose et alors évidemment, quand c'est d'un point de vue manipulatoire ou paranoïaque, ça fonctionne pas. Et donc c'est ça que nous faisons et pour convaincre et pour amener à tout un chacun la possibilité de se faire également sa propre opinion. Donc vous le démontrez pour le cas de l'Institut Pasteur, oui, l'entreprise a un rôle à jouer dans l'espace numérique. Et si je reviens vers vous, et David Collant, vous êtes spécialiste des questions de la manipulation de masse, vous avez parlé tout à l'heure du FSB, des services de renseignement qui sont impliqués, qui ont peut-être des services dédiés pour le sujet. Est-ce que pour vous, les entreprises comme Tasman ou comme nombre de nos clients ont un rôle à jouer dans l'espace numérique sur ce sujet-là? Alors, je suis chercheur, mais je suis aussi expert auprès de l'OCDE. On a publié un rapport sur ces sujets qui s'appelle Facts Not Fakes, en français les faits sans le faux, signé par les 38 États membres, qui est un rapport qui pose un certain nombre de propositions, de lignes directrices, un framework, disent les Américains, pour lutter contre la désinformation, et les entreprises ont une place importante. Et puis ce matin, au sein des États généraux, on a fait un certain nombre de recommandations en la matière. Je voudrais vous faire d'abord part d'un constat, qui est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les moins grandes entreprises, contribuent au quotidien à la diffusion massive de la désinformation. Comment? Parce que pour beaucoup d'entre elles, elles recourent pour leur campagne de publicité à ce que l'on appelle la publicité programmatique, qui consiste à faire appel à des algorithmes pour placer les messages, maximiser les impressions, et selon une étude récemment publiée dans la revue Nature, 67% des grandes entreprises financent la désinformation, et selon une étude de NewsGuard, cela représente 3 milliards de dollars par an versés à des désinformateurs, dont les Russes, mais pas simplement les Russes. Vous prenez n'importe quel outil dit ChatGPT, vous créez un faux site qui va agréger par curation automatisée du contenu viral, et puis vous pouvez gagner des milliers d'euros. La désinformation est une industrie qui rapporte des sommes considérables. À partir de là, à partir de ce constat, ce matin, lors de la restitution de nos 8 mois de travail aux États généraux de l'information, nous avons fait parmi nos 15 propositions une proposition toute simple et évidente, qui est qu'au-delà de leurs responsabilités sociales et environnementales, les entreprises ont une responsabilité démocratique, qui est de protéger l'espace public démocratique. Le protéger, c'est d'abord ne pas contribuer à sa destruction en finançant des désinformateurs, des théoriciens du complot. Et là, en l'occurrence, il y a intérêt à regarder ce que font les bons élèves. J'intervenais
pas plus tard qu'hier, auprès de la DIRCOM, d'une entreprise vertueuse, je la cite parce qu'elle mérite d'être citée pour ça, qui est AXA. AXA, sa publicité programmatique, repose sur un programme qui s'appelle Back to Journalism, où ils fixent des lignes très claires quant à ce qu'ils veulent. Mais pas des lignes simplement négatives, parce que si vous faites une blacklist de sites sur lesquels vous ne pouvez absolument pas aller, le lendemain, le manipulateur russe vous aura créé un autre site que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans votre blacklist. Donc leur démarche, c'est la whitelist, c'est-à-dire d'orienter leur financement publicitaire, leur campagne publicitaire, vers des médias intègres. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ça encore, c'est quelque chose que nous avons proposé ce matin. C'est par une démarche de labellisation. Il existe le label de NewsGuard, il existe la Journalism Trust Initiative qui a été lancée par Reporters sans frontières, le regretté Christophe Deloire et son successeur qui est à l'origine de ce dispositif, Thibaut Brutin, c'est-à-dire que vous avez des médias qui s'engagent dans une démarche de qualité, dans la production d'informations. Il faut orienter les financements publics et privés vers ces médias de qualité. Ce matin, nous avons également proposé une démarche de certification volontaire pour les influenceurs. Parce que verser de l'argent à un influenceur qui va ensuite vous expliquer que le vaccin tue des millions de personnes, c'est pas une bonne chose pour la santé publique ni pour notre cadre démocratique. Donc je crois que les entreprises aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il y a urgence, dit l'OCDE, il y a urgence, disent les États généraux, il y a urgence, disent tous les rapports qui ont été publiés ces dernières années, il y a une urgence démocratique à agir, les entreprises doivent s'engager dans une démarche de responsabilité démocratique. L'urgence est liée en particulier aux conséquences de l'avènement de l'IA générative. Google a publié une étude en juin sur 200 cas d'usage dans le monde réel. Ces 200 cas d'usage montrent que les manipulations de l'information sont prédominantes et ont des conséquences gravissimes. On parlait de la recherche. L'IA est utilisée par des agences de relations publiques pour produire de la junk science dans des revues pourtant un comité de lecture. Donc il y a une vraie urgence démocratique à traiter ce sujet. Donc responsabilité démocratique pour les entreprises, vous dites David Collomb. Pour vous, Olivier Guimond, est-ce que vous partagez ce rôle d'entreprise dans l'espace cyber? Oui, tout à fait. Je souscris complètement tous les propos qui viennent d'être tenus. La responsabilité, elle est là. Si je dézoome un tout petit peu et de vous parler de notre expérience entre les lignes, on a créé l'association il y a 14 ans, à un moment où on ne parlait pas autant de désinformation. On a dû faire un gros travail. Donc au début, on était deux, on a 270 journalistes maintenant. Un gros travail de plaidoyer. Et on a choisi dès le départ de se concentrer sur un public jeune. Vous imaginez bien pourquoi, en se disant, si on transmet des bons réflexes, une bonne posture, tout de suite, en fait, c'est quelque chose qu'on garde. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a aussi un besoin d'éducation aux médias très très fort, et d'ailleurs je crois que c'est une des recommandations, la première en tête effectivement des états généraux d'information. Il y a un besoin chez les adultes aussi, je pense que vous avez tous reçu ce message WhatsApp, j'ai ma tante qui travaille à la salpêtrière, blablabla, 3 petits points de suspension. La désinformation, elle a gagné les adultes depuis quelques temps maintenant. Et il y a peu d'espace finalement de formation ou de sensibilisation. Alors nous on le fait dans les entreprises un petit peu, parce qu'on se concentre quand même sur les jeunes, mais ça peut se passer, on le fait dans le cadre de centres sociaux, de centres de loisirs, on fait des conférences aussi, des choses comme ça, mais il n'y a pas aujourd'hui si on a envie, souvent des gens nous écrivent en disant mais on veut faire vos formations professionnelles comme on veut faire, il y a un besoin, il y a un besoin qui est là, en tout cas. Si on regarde un petit peu aussi toutes les études qui touchent au conspirationnisme, aux théories du complot, on se rend compte que ça y est, alors il y a des bastions qui résistent encore un peu, mais ça a pénétré toutes les couches de la société. C'est-à-dire qu'avant, il y a des grosses corrélations entre le niveau de diplôme, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça pousse partout. Donc il y en a chez les ouvriers, chez les employés intermédiaires, et il y en a aussi chez les cadres. Et peut-être que vous en faites partie d'ailleurs. En tout cas, peut-être que vous avez déjà entendu, ou forcément, à des déjeuners, à la machine à café, des choses comme ça. Donc en fait, c'est là. C'est à côté de vous. C'est à côté de nous.
Alors, avant de donner des solutions, mais je crois que c'est la question 4, hein, Hicham, c'est ça? Je reste avec vous justement, Olivier. Ouais. Donc, je pense qu'on est tous d'accord que l'entreprise a un rôle à jouer. Oui, Par ouais. contre, nos savoir-faire ne sont pas les mêmes que par exemple les journalistes. Vous êtes formés, vous êtes outillés pour manipuler, exploiter l'information dans le sens vertueux. Mais donc c'est un objet que vous traitez au quotidien, alors qu'en entreprise, on n'a pas ces savoir-faire-là. Donc quels peuvent être nos leviers pour agir et venir relever les enjeux dont on vient de parler? Ouais. Je veux juste revenir un tout petit peu en arrière parce que effectivement, une des premières choses à faire, et David l'a très bien dit, c'est d'arrêter de financer la désinformation. Et d'ailleurs, il y a des mouvements, ça a commencé aux États-Unis, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les Sleeping Giants, où ça a été répliqué un petit peu en France, de mouvements qui sont allés identifier justement des entreprises qui faisaient de la publicité sur des sites douteux ou quoi que ce soit. Enfin, donc, il y a des choses à faire, on peut regarder, et quand on est entreprise, on peut aussi regarder ça. Juste dézoomer un petit peu et faire un tout petit peu de sociologie 2 minutes. Vous dire que, alors oui, elles ont un rôle à jouer, mais c'est qu'aujourd'hui, et nous on le voit au quotidien, dans nos ateliers, dans nos rencontres, c'est difficile de créer du commun aujourd'hui. C'est extrêmement difficile de créer du commun, parce que la parole politique, elle est démonétisée depuis longtemps. La parole médiatique, elle est démonétisée depuis longtemps. Et malheureusement, je vais me permettre un jugement de valeur, mais la parole scientifique s'est démonétisée avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'était un des derniers bastions de confiance un petit peu dans la société, les sciences dures. Et puis les gens ont tellement vu, alors, on n'a jamais vu autant d'experts en immunologie, en virologie, effectivement, puis quand il y en a un qui, lundi à 10h, disait quelque chose et à 10h30, les gens étaient perdus et aujourd'hui, on n'écoute plus. Ça ne vous a pas échappé, si vous travaillez en entreprise, que le contexte RH est compliqué, qu'on a de plus en plus de mal à garder les gens dans son entreprise ou qu'ils aient envie de rester. Il y a des gens qui ne viennent pas aux entretiens quand ils doivent venir. Le contexte est compliqué. Donc, moi, je voudrais replacer là-dedans, c'est-à-dire que faire du commun, dans ce contexte-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on ne va pas laisser comme ça, quand même. Les solutions, celles auxquelles je pense, la première, je pense qu'au sein d'une entreprise, et j'ai demandé d'ailleurs tout à l'heure en arrivant s'il y avait, parce qu'apparemment le lundi matin chez Tasman, il y a un créneau formation, et je trouve ça assez chouette, s'il y avait des moments de sensibilisation. Parce qu'en fait, on peut en parler ensemble, ça peut être dans un cadre, soit un cadre formel, c'est-à-dire un créneau de formation, où là, en fait, d'être sensibilisé sur des choses un petit peu essentielles, sur c'est quoi une source, c'est quoi, à quoi on veut faire attention quand on voit un message ou un post, l'image et le détail, plein de petites choses, ces choses-là. Et puis, ça peut aussi se faire dans un cadre informel, un peu plus sympa, dans le cadre de la communication interne. Ça peut être un petit déjeuner ou un déjeuner où chacun échange ses pratiques, vous invitez quelqu'un qui peut venir vous éclairer, toutes ces choses-là. Et dernier volet, parce que je ne veux pas monopoliser le micro, je crois qu'il y a un travail à faire aussi en entreprise sur la liberté d'expression. Ça ne vous a pas échappé que la parole s'est beaucoup libérée ces dernières années, à l'étranger, en France. C'est beaucoup libéré sur des sujets qui sont des limites de la liberté d'expression, avec des stéréotypes de genre, du racisme, de l'antisémitisme. Et ça se passe dans le cadre de l'entreprise aussi. Et que sensibiliser aussi les collaborateurs, les collaboratrices à qu'est-ce que j'ai le droit de dire dans l'espace public, qu'est-ce que j'ai le droit de pas dire, attention si je dis quelque chose comme ça, voilà, parce qu'il y a des boucles qui tournent, des choses comme ça. Ça peut être un axe aussi intéressant à explorer en tout cas. Donc sensibiliser, si je résume en un mot, Olivier, donc, et je vous rassure, on a des créneaux pour la sensibilisation aussi chez Tasman, c'est plutôt des jeudis après-midi, en fonction des sujets, on fait des petits flashs notamment sur ces sujets. La clé, c'est l'éducation. L'éducation. Pour vous, Olivier Schwartz, vous êtes aussi concerné, donc quels sont pour vous les leviers pour l'entreprise qui peut activer pour ne plus être passif sur l'espace numérique? Alors, il y a d'abord en interne, moi on vais reparler de l'Institut Pasteur, on est 3000 personnes à Paris, il y a un réseau d'instituts Pasteur dans le monde, il y a 30 instituts, donc il y a 30 000 personnes, il n'y a pas nécessairement de la recherche
fondamentales de pointe, mais ça peut être de la santé publique en Afrique, en Asie. Donc je pense qu'il y a des valeurs humanistes au sein de l'entreprise. Il faut arriver à les faire partager. À l'Institut Pasteur, à Paris, il y a plus de 100 nationalités. On a des programmes d'échange internationaux. Donc, tout ça, la diversité, cette mixité, c'est très agréable d'abord. Et donc, c'est une ouverture d'esprit tout à fait importante. Après, c'est comment communiquer, partager. Donc, moi, c'est un domaine un peu particulier, donc la santé. Il faut combattre, et le fait que la parole des scientifiques ait été remise en cause, c'est un gros problème. Et donc, dans notre plan stratégique, d'ailleurs, des 5 années à venir, on a mis en avant ce qu'on appelle la médiation scientifique, en disant que les liens entre scientifiques et la société doivent être renforcés, pas nécessairement en période de crise. Il faut que les chercheurs sortent de leur tour d'ivoire, participent à des débats, informent, répondent aux questions, démontrent les fausses théories. Donc ça, c'est une démarche proactive que nous faisons, et je pense que c'est le rôle du chercheur pas seulement de chercher, mais de partager, de discuter. Donc sensibiliser, faire vivre les valeurs d'humanisme universel, créer du lien avec la société. Vous avez parlé, David, d'arrêter les financements des désinformateurs, qui soient des médias ou des influenceurs. Est-ce que vous avez d'autres leviers à la main de l'entreprise pour devenir acteur sur le sujet? Vous savez, quand on a travaillé à l'OCDE sur le rapport dont je parlais, ce qui s'est présenté à nous, c'est un benchmark en matière de lutte contre les manipulations de l'information dans les 38 États membres. Et ce qui ressortait clairement du rapport, c'est qu'il y a de bons élèves qui, pourtant, se trouvent être les plus exposés au virus de la désinformation, notamment russe. Je songe à la Finlande. La Finlande est dans les premiers pays de l'OCDE en termes de confiance à l'égard des pouvoirs publics, de la science, des médias, alors même que la Finlande est constamment exposée à des campagnes de déstabilisation. Et quand vous regardez les autres pays qui sont les bons élèves, Estonie, Taïwan, les Pays-Bas, la Suède, vous constatez la même chose, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à établir des corrélations. Qu'est-ce qui peut expliquer cette bonne santé de ces sociétés démocratiques qui pourtant sont exposées à des campagnes comme nous le sommes? Et la clé, à mes yeux, c'est ce que les anglo-saxons appellent la whole of society approach. Ce sont des sociétés dans lesquelles la lutte contre les manipulations de l'information n'est pas confiée aux seuls militaires. Tenez bien, j'apprécie beaucoup les militaires, je passe la moitié de la journée avec eux, ils sont grands serviteurs de l'État, ils font de leur mieux, mais c'est une question trop sérieuse, la société démocratique, pour être confiée aux seuls militaires. Dans ces sociétés, les associations comme la tienne, les entreprises comme celles qui sont ici, les chercheurs, les unités de recherche se mobilisent ensemble pour lutter contre la désinformation. Et très souvent, les initiatives viennent de la société civile. Moi, ce qui me rend assez en colère, c'est qu'en France, les initiatives, jusqu'à présent, ne sont jamais venues de la société civile. Il a fallu qu'on se prenne les Macron Leaks en 2017 pour qu'on adopte une loi contre les manipulations de l'information. Il a fallu que la Turquie instrumentalise l'assassinat d'un de mes collègues pour qu'on lance Viginum. Il a fallu que la Russie s'en prenne à Madame Macron pour qu'on passe un cap supérieur. Et jamais, 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 jusqu'à présent, il n'y a eu de véritable mobilisation de la société civile. Nous devrions nous mobiliser. Nous sommes tous confrontés à des conspirationnistes dans nos familles. Nous sommes tous confrontés à nos enfants scotchés aux écrans. Quand ce n'est pas nos collaborateurs, quand ce n'est pas nous-mêmes. Je suis scotché sur Twitter une bonne partie de la journée. À ce moment-là, nous devrions prendre les choses en main et inventer un autre environnement informationnel, y contribuer, inventer des outils pour lutter contre la désinformation, constater que les outils en place ne sont pas suffisants. J'adore en matière d'éducation média le Clémy, ils ont inventé un super jeu de plateau, je leur dis génial votre jeu de plateau. Alors combien d'élèves touchés par le jeu de plateau?
Bon, 100 par an. Et combien y a-t-il d'élèves? 100. J'imagine qu'il n'y a pas plus de 100 élèves dans les classes, sinon ça ne sert à rien. Il nous faut trouver les moyens de porter des solutions à l'échelle. Il y a dans cette salle des gens qui savent porter des solutions à l'échelle pour des organisations. Eh bien, nous pourrions le faire pour la société, pour la protéger. Vous savez, je terminerai là-dessus. Pour moi, la grande révélation, quand j'ai travaillé sur mon dernier livre, celui qui est sorti, La guerre de l'information, la grande révélation, c'est quand j'ai compris, au bout de 8 ans de travail, que, in fine, au bout du bout, les opérateurs, les stratèges de la désinformation russe considéraient leur travail comme un travail d'infection d'une société, d'un espace public. Et ils mesurent l'effet de la propagation de leur virus en prenant notre température à travers les sondages et en mesurant ce qui se passe. Ils s'emploient quotidiennement à fragiliser nos anticorps. Les journalistes qui font l'objet de ciblage, vous aurez demain une affaire tout à fait emblématique, je ne peux pas en dire plus, qui va sortir dans la presse, et les chercheurs qui font l'objet en ce moment même dans le monde d'une campagne mondiale de harcèlement extrêmement violente pour les dissuader de continuer de travailler sur la désinformation. Vous affaiblissez les anticorps. C'est ce que les désinformateurs russes ont la capacité de faire. Donc ce que nous devons faire, d'un mot pour terminer, collectivement, c'est renforcer l'immunité de notre société, de notre espace démocratique face à la prolifération de ces virus. Parce que je ne veux pas vous déprimer, mais peut-être qu'un jour on viendra à bout de la Covid-19, je le souhaite. Le virus de la désinformation, on n'en viendra jamais à bout. Il est là pour toujours. La désinformation a toujours existé. Il faut simplement apprendre à vivre avec et limiter son impact et son effet comme les Finlandais ont su le faire. Mobilisation collective, sensibilisation, promotion des valeurs humanistes. Ainsi, je résumerai ce dernier tour de table. Mais juste avant de vous remercier une dernière fois, on ouvrira une petite séquence de questions-réponses avec la salle pour prendre quelques questions. N'hésitez pas à soyez... on a la première question. Bonsoir et merci à vous pour ces très passionnantes informations. Pour ma part, c'est un sujet qui me passionne et qui m'a fait me pencher sur des questions de ce type-là depuis plusieurs mois, voire même années. Mais du coup, je suis arrivé à mes propres conclusions. Donc j'aimerais vous faire part aussi, notamment une conclusion que j'ai, c'est que j'ai l'impression que nous sommes dans une génération, dans une époque de surinformation. On est assaillis d'informations et effectivement, les personnes qui auront une démarche de savoir, d'en connaître la source et d'en connaître la véracité, auront de plus en plus de travail à fournir pour essayer de déblayer le vrai du faux. Et le vrai du faux, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qu'une information au final? J'en étais arrivé à la conclusion qu'une information, c'était un triplet de 3 étapes qui était un fait, l'analyse des faits par les médias et l'opinion du public en dernier recours. Donc ces trois fameuses étapes. Et depuis quelques mois, depuis même quelques années à présent, on va dire 2-3 ans, l'analyse des faits n'était pas censée être un sujet de discussion. On pouvait s'assurer que les faits étaient des faits. Depuis l'arrivée de l'IA, aujourd'hui c'est quelque chose que l'on remet en question. L'impact de la deuxième étape, l'analyse de ces faits par les médias, ça par contre c'est un sujet important. C'est ce qui va impacter la dernière étape qui est l'opinion du public. Une présence politique, une présence médiatique forte qui va donner son opinion, son avis sur un fait, va avoir un impact très fort sur la manière dont le public va l'interpréter pour lui-même, va l'ingurgiter et va le retransmettre à travers donc en famille ou notamment en milieu d'entreprise ou dans tous les milieux que nous avons aujourd'hui. Et là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces 3 étapes-là sont toutes très complexes, évoquent une complexité si élevée que ma conclusion a été qu'il faut savoir aussi arrêter de s'informer pour ne pas tomber dans la surinformation. Donc moi aujourd'hui, depuis quelques mois,
on va dire depuis un mois, j'essaye de me forcer, d'arrêter de suivre les informations, pour ne pas plonger dans les mêmes milieux, dans les mêmes cercles de raisonnement. J'ai mes sources russes, j'ai mes sources françaises, j'ai mes sources israéliennes, j'ai mes sources de beaucoup de points de vue qui évoquent, qui vont toucher des sujets totalement différents. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Olivier, il y a une vision et des conclusions qui sont totalement disjointes de par notre éducation, de par notre citoyenneté, de par l'endroit où nous vivons, tout simplement. Et quel est au final le véritable objectif de tout cela? Pourquoi est-ce que la désinformation est monétisée? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'efforts sur la désinformation, alors que, comme vous avez cité, l'information elle-même, de base, n'est pas monétisée, n'est pas assez servie, n'est pas assez desservie? Quel est l'impact? Merci pour votre partage et pour la question sous-jacente. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de faire une réponse groupée? Est-ce qu'on a une deuxième question? Grégoire passera le micro ou monsieur? On prendra 3 questions, après on fera une réponse. Ça marche, bonjour. Moi j'ai une question. N'hésitez pas à vous présenter brièvement. Oui, donc Jérôme Clier, donc je suis un ancien Fontaine consultant, pour ceux qui ont connu cette époque, qui en entouraient d'ailleurs d'anciens. Non, j'avais une question parce que la question c'est quel est le rôle des entreprises face à la désinformation, et moi j'aurais voulu déplacer un peu le débat, c'est-à-dire que les institutions, les entreprises ou les organismes globaux qui prennent position contre la désinformation peuvent être très rapidement taxés de connivents du système, je dirais. Et est-ce que vouloir faire incarner par des groupes d'intérêt, soit des groupes d'intérêt économique, soit des groupes d'intérêt politique, une forme de désinformation ou de volonté de dire voilà, ça, ceci est de la désinformation, est-ce que c'est pas contre-productif à un moment donné ou de temps en temps, enfin moi généralement quand on est face à des situations où il y a des gens qui sont vraiment dans des sphères personnelles complotistes, en fait peu importe l'argument qui vient d'une institution, c'est anti-système quelque part. Je pense que vous avez déjà été confronté à ce type d'argumentation. Donc est-ce qu'il ne faut pas déplacer le débat sur le plan personnel, se battre contre idée à idée, c'est très long de débattre de la désinformation, mais est-ce que c'est pas plutôt le vrai débat que de faire reposer ça sur des institutions et des entreprises qui de toute façon elles-mêmes seront, je dirais, identifiées comme pro quelque chose? Merci Jérôme pour la question. Votre avis là-dessus. Merci pour la question. Je pense qu'on a une 3e question à gauche de la salle. Merci Grégoire d'être au micro. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Bonsoir à tous. Donc, Greg Gibier, consultant chez KPMG. Je me posais la question puisque voilà, je travaille sur des sujets ESG au sens large et maintenant on commence à se poser la question de, certes, quel est l'impact d'une organisation sur la société, mais d'autres questions sur quel va être l'impact et comment on peut anticiper le mouvement d'une société sur une organisation. En cause, on prend souvent l'exemple du réchauffement climatique, voilà, qui peut avoir des impacts sur certaines économies. On se rend compte que finalement, le sujet du jour, c'est comment les organisations peuvent-elles contribuer à lutter contre la désinformation. Et la question que je me posais, c'était plutôt, finalement, si on retourne le problème, quels arguments on pourrait utiliser pour convaincre une organisation de lutter contre la désinformation. Et j'attendrais peut-être comme réponse des exemples en fait, finalement, d'organisations qui ont été sévèrement impactées par des campagnes de désinformation et pour qui, voilà, économiquement, ça aurait eu des conséquences importantes. Merci. Donc, est-ce qu'il faut s'arrêter de s'informer on prendra un deuxième tour de réponse par la suite. Est-ce qu'il faut s'arrêter de s'informer finalement pour ne pas tomber dans le mal de la manipulation? Est-ce qu'on n'est pas systématiquement accusé d'être pro-système quand on est dans une démarche proactive? Et comment convaincre les organisations de s'engager dans cette lutte démocratique, diriez-vous, David? En quelques mots, votre attitude est celle que recherche le Kremlin. Le Kremlin souhaite que vous cessiez de vous informer. Vous savez, le but, c'est de fragiliser la capacité des individus dans notre société de distinguer le vrai du faux. Et Marc Bloch, dans l'étrange défaite, avait une formule extraordinaire, il critiquait le comportement des médias français dans l'entre-deux-guerres et leur responsabilité dans ce qui a conduit à la défaite. Il parlait
du fait que ces médias avaient in fine privé les citoyens de ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune décision rationnelle n'est possible. Notre responsabilité collective, c'est de maintenir la possibilité pour vous, comme pour tout le monde, d'accéder à ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune décision rationnelle n'est possible. Et pour ce faire, il va falloir accepter de rétablir un peu de confiance envers certains médias. Je dis certains, ceux précisément, qui s'engagent dans une démarche de qualité, dans une démarche déontologique. La GTI, c'est une certification avec un audit externe, c'est propre, c'est carré, c'est bien fait. Et les médias qui s'engagent dedans sont des médias sérieux. Donc vous pouvez leur faire confiance. Il ne s'agit pas d'encourager les entreprises à se lancer dans des campagnes contre la manipulation de l'information, mais d'encourager les entreprises à soutenir un espace démocratique vertueux, en orientant leur financement, leur centre d'intérêt vers des médias de qualité. J'ai eu une discussion avec un directeur de la communication d'un très très grand groupe français qui a supprimé ses budgets publicitaires pour les médias Bolloré et qui, après, se dit « bon, quand même, c'est gênant parce que ça apparaît comme une décision politique ». Mais ça ne devrait pas être une décision politique parce qu'il devrait tout simplement, plutôt que supprimer les budgets Bolloré, choisir d'orienter ses budgets vers des médias certifiés GTI ou certifiés NewsGuard, c'est-à-dire des médias qui s'engagent dans une démarche de certification volontaire. Et les médias qui ne s'engagent pas dans cette voie n'ont pas besoin du budget de cette entreprise ou d'argent public. Je le sais bien, j'ai fait une biographie de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch a fait commerce de la désinformation, il en a vécu très bien, il en vit très bien aujourd'hui encore à 95 ans. Donc je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Olivier, peut-être un complément sur... Oui, je voudrais juste rebondir sur l'information. D'un point de vue biologique, notre cerveau est un outil très puissant qui a besoin d'être stimulé, d'avoir des informations et de les traiter. Et effectivement, contrôler l'information, c'est le principe même des sociétés totalitaires. Hein. Donc il faut effectivement des médias certifiés ou dont on a confiance. Et la connaissance, je repense par exemple au début de l'épidémie du VIH, on parlait de l'information et de la citoyenneté. Il y a aussi, dans le milieu des épidémies ou des maladies, le rôle des patients ou qui jouent un rôle. ACT UP, leur slogan c'était « Knowledge is power ». Donc la connaissance, c'est un outil de liberté, mais effectivement il faut trouver peut-être être submergé de sources et puis de temps en temps lire un journal, c'est agréable aussi de prendre son temps. Voilà, c'est la slow information, c'est pas mal aussi. Olivier, un complément peut-être? Ouais, rapide. Je voudrais pas tout à fait vous décourager. Moi, déjà, je trouve que votre attitude elle est saine. Parce que vous réfléchissez et vous arrêtez. Parce qu'on ne s'arrête jamais dans notre société. C'est comme notre flux sur les réseaux. On scroll, puis un jour on va se coucher. Mais le matin, on re-scroll toute la journée. Et c'est sain, déjà, c'est faire preuve d'esprit critique. De dire, je vais mettre sur pause et je vais analyser mes pratiques. Moi, votre grille de lecture, je la trouve très intéressante. Et franchement, très intéressante parce que, oui, bien sûr, on part d'un fait. Ensuite, l'analyse d'un fait. Alors, c'est souvent les journalistes qui le font, effectivement, mais vous rajoutez la brique et qu'en pense la société aujourd'hui, la Vox Populi. Et c'est vrai que ça a pris une place de dingue parce que ce qui est terrible aujourd'hui, alors vous en parliez sans le nommer, c'est qu'aujourd'hui on vit dans ce qu'on appelle une ère de la post-vérité. C'est-à-dire que la vérité qui repose sur des faits, souvenez-vous, je serais le plus heureux du monde s'il n'y avait que des fake news parce que ça ne repose pas sur des faits, donc on peut les... Voilà. Aujourd'hui, en fait, les faits sont considérés comme une opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens, et moi j'ai connu ça quand j'étais journaliste politique, avec des ministres, où j'arrivais avec un rapport de l'INSEE, je les interviewais, des ministres très sérieux, qui risquent de re-rentrer là au gouvernement, du coup, parce qu'ils étaient un peu au placard, et parler du rapport de l'INSEE, et d'avoir quelqu'un en face de moi, un ministre, qui me dise non, c'est pas vrai. Bon, d'accord, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des gens qui disent, quand on raconte une histoire basée sur des faits, qui nous disent je suis pas d'accord. Et du coup, la vérité devient une opinion. Et en fait, tout se vaut. Et les réseaux sociaux nous invitent à ça aussi. Tout est charté sur le même plan.
l'info donnée par un média sérieux, certifié, avec une déontologie, eh ben, ça aura la même apparence que ma voisine qui donne son opinion. Donc, c'est compliqué de vivre dedans. Donc, faire ce travail, c'est bien. Et juste pour être super rapide, je repasse et puis on pourra en parler après, hein, je crois que c'est fait pour ça aussi. C'est bien aussi de dézoomer de temps en temps. Moi-même, je le fais. Pourtant, je suis un drogué de l'information, mais c'est-à-dire que sur les actus qui ont une forte charge émotionnelle, parce que en fait, quand on est dans la roue du hamster comme ça, alors parfois on s'en rend pas compte, on s'arrête pas pour réfléchir dessus. C'est pas anxiogène, ultra anxiogène, parce qu'on attend en fait le prochain truc d'après. C'est pour ça que les jeux nous ont fait du bien. On attendait des médailles là pour le coup. On n'attendait pas la prochaine réaction, ah tiens, est-ce qu'il va y arriver ou pas que ce soit. Donc parfois, moi ce que je fais à titre personnel hein, sur les grosses actus, je m'informe une grosse fois le matin, tout petit peu à midi, tout petit peu, hein, chouïa, et un peu le soir. Mais c'est là que je sais faire des pauses à un moment donné là-dessus, et parfois il faut le faire. Et la deuxième question, réponse simple en un mot, workshop le jeudi après-midi, hein, pour comment est-ce qu'on se bat contre les idées, effectivement. Donc il faudra revenir à Tasman du coup. Donc reconstruire la confiance, si je peux résumer un petit peu ce que vous avez dit, en s'appuyant sur des garanties de qualité qui existent aujourd'hui, avec des certifications qui se développent, donc il faut les suivre, et être un dernier complément de Olivier avant de prendre une dernière série de questions. Juste un petit point, j'ai bien aimé aussi les trois briques, et en fait ça pose aussi la question du rôle des journalistes, du traitement de l'information, et moi je suis assez sidéré quand je regarde plus trop les informations à la télé, on a l'impression que la brique du milieu est supprimée, on a un fait, et après on a un micro-trottoir pendant 5 minutes ou 10 minutes que je trouve sans intérêt presque, que c'est une discussion qu'on peut avoir chez soi, mais enfin, donc c'est l'opinion de chacun qui permet pas de qualifier les faits à mes yeux de façon... Qui prend un temps d'écran presque supérieur à celui du chercheur ou de l'expert qui va venir donner un avis scientifique sur le plateau. Très clair. On prendra une deuxième et dernière série de questions. Alors, il y avait une question de monsieur, de François aussi. Et peut-être une question d'une dame aussi. Je sais que ce soir on n'est pas très paritaire, donc on va essayer de compenser en question. Bonsoir, merci à Tasman pour cette belle rencontre. Alors, pour un peu de dialectique, je ferai l'avocat du diable. On en parle un peu d'Elon Musk avec ce qui se passe avec Twitter. Et juste là, dernièrement, il a annoncé que monitoring is another term for censoring. Donc pour lui, tout ce qu'on défend là maintenant ce soir, pour lui, c'est juste une idéologie qui veut faire taire du monde. Donc qu'est-ce que vous dites par rapport à ce courant justement libertarien et non pas même pas libéral qui prétend, qui définit hate speech, donc qui a cette autorité pour le définir, et donc pourquoi on doit l'interdire dans un sens ou un autre. C'est bien d'avoir justement votre avis par rapport à ça, et si vous permettez monsieur le professeur, j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur le moment de l'histoire où on est par rapport à la communication politique. On voit un programme de Donald Trump des États-Unis, la première puissance mondiale, avec 20 points sur une photo. Est-ce qu'on est vraiment sur comment la communication politique a changé, les insultes ici en France même. On avait vu quelqu'un qui dit au président de la République un taré. Donc vraiment, est-ce qu'on est dans un bouleversement de la communication politique? Est-ce qu'on a oublié les codes? Est-ce que c'est bien d'oublier les codes ou pas? Donc juste un panorama par rapport à votre statut de communication. Merci. Une question au fond de la salle. Bonjour François Tasman. Ma question sera très rapide, mais elle complète le fait, c'est que Elon Musk a attaqué les sociétés qui voulaient faire des whitelists, et ces sociétés se sont retirées. C'est-à-dire qu'on voit la fragilité d'une société même américaine face à un Musk qui aujourd'hui est une des plus grandes puissances mondiales. Donc par rapport à votre règle numéro 1 tout à l'heure, voilà, votre avis m'intéresse là-dessus, c'est le complément de ce que Musk te redéfinit aujourd'hui.
comme étant non seulement le libertarien, mais ce qu'il entend faire payer aux entreprises qui ne donneraient pas de la publicité chez lui. Une dernière question. Donc on a commencé par un patron de réseaux sociaux, on finit par un autre qui souhaite répondre en premier. En ce qui concerne Musk, je n'aime pas l'appellation de libertarien parce que je trouve qu'elle ne lui correspond pas, étant donné qu'un libertarien considérerait que la liberté prime. Or, Musk, quand il est arrivé à la tête de Twitter, a commencé par réduire la viralité de tous les médias qui lui déplaisaient. Puis, il a multiplié par 5 la viralité des médias qui lui plaisaient. Des médias, j'entends des influenceurs, des comptes. Et je ne trouve pas ça conforme au principe de la liberté d'expression. De quel droit multiplie-t-il par 5 le reach des conspirationnistes pro-russes? La réponse, on la connaît maintenant. Lorsqu'il a racheté Twitter, il l'a fait avec de l'argent qui lui était donné par Poutine via 2 de ses proches amis oligarques. Donc, il rendait compte à son actionnaire Vladimir Poutine. Ensuite... C'est important, fact-checkable, David. C'est public, hein. C'est public. Il a été obligé par la justice américaine de fournir la liste de ceux qui ont participé au tour de table pour le rachat à 44 milliards. Des gens qui ont perdu à ce jour 45% de la valeur de leur investissement. Mais des gens qui s'en fichent parce qu'ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour faire prévaloir un agenda politique qui est le leur, celui de Poutine, celui de Musk, et qui est un agenda qui est en train de se produire. Nous avons plus que jamais besoin d'alternatives à X-Twitter. X-Twitter, c'est le creuset de l'information. Vous savez, quand vous commencez à devenir un influenceur sur Twitter, ce que j'ai commencé à devenir, vous constatez cette chose magique qui est que vos tweets produisent de l'information. Je produis des articles de presse qui ne sont pas faits par moi, ni commandités par moi, parce que je tweete une information qui est virale. Exemple, un jour, j'ai parlé d'un préprint, c'est-à-dire un papier pas encore validé pour publication, sur un chatbot pour lutter contre la désinformation. Je l'ai fait à 10h sur X-Twitter. Le soir, c'était la chronique sur France Inter. Et le journaliste est abonné, elle a vu mon truc, elle trouve ça intéressant, elle a fait son sujet. Et vous constatez quand vous produisez de l'information virale sur X-Twitter que vous pouvez influencer à une autre échelle encore la fabrique de l'information. Dans un débat public, dans un espace public, c'est la chose la plus vitale, ce qui détermine l'agenda médiatique. Parce que l'agenda médiatique détermine l'agenda politique. Est-ce que nous avons eu raison de laisser cet espace public à des intérêts privés, bienveillants comme malveillants? Je ne le crois pas. Est-ce que nous avons eu raison de le laisser à des environnements boostés par l'émotion? Je ne le crois pas. Et pour finir, je vais répondre à votre question sur le monde politique. Le monde politique s'appuie pour sa communication politique sur des gens dont c'est le métier, qui sont des communicants, des publicitaires. Ils l'ont toujours fait, je le raconte dans un de mes livres, les maîtres de la manipulation. Et par conséquent, ils s'efforcent d'utiliser l'environnement informationnel à leur disposition pour toucher le plus grand monde, produire l'effet recherché, qui est de voter pour eux, de ne pas voter pour le concurrent, conserver le pouvoir, etc. Et ils s'adaptent aux caractéristiques de l'environnement informationnel. Quelles sont les caractéristiques de l'environnement informationnel boosté aux algorithmes de recommandation portés par un modèle économique publicitaire? Ce sont les émotions. Quelles émotions? Les émotions qui, dans l'espèce humaine, se propagent le plus vite parce que c'est inscrit dans l'évolution de notre cerveau depuis très 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 longtemps. Quelle est la plus forte de ces émotions? C'est la peur à côté de la colère. Et donc, faites un test, exprimez de la colère dans un tweet. Exprimez un moral
outrage. Vous serez surpris par la viralité de votre tweet. Et malheureusement, la vie politique, la communication des entreprises ne fait que s'adapter aux caractéristiques de l'environnement informationnel. Si nous voulons retrouver un monde politique plus serein, il nous faut retrouver d'abord un espace informationnel apaisé, où la colère ne prédomine pas et où le faux ne se propage pas 7 fois plus vite que le vrai, comme c'est le cas sur Twitter, enfin comme c'était ça le cas sur Twitter jusqu'en 2017. Donc aujourd'hui, le politique subit les règles du jeu au lieu de les imposer. Il s'adapte. Un politique ne peut pas échapper à TikTok. Un politique ne peut pas échapper aux règles de la viralité. Parce qu'un politique sait que vous n'avez aucune chance de toucher un public par un discours classique. Je sais comme auteur que la meilleure des recensions du monde ne fera pas vendre un bouquin. Pas un. Je sais comme auteur qu'aller dans une émission sur une chaîne, je ne nommerai pas, passer juste après quelqu'un qui est venu avec son caniche pour montrer comment on pouvait le laver, ça va faire beaucoup plus de buzz et vendre beaucoup plus de livres. Est-ce que pour autant je dois ne faire que des émissions avec des caniches ou est-ce qu'on peut essayer de retrouver un espace informationnel plus serein où on peut faire valoir son travail dans un cadre plus adapté? C'est une question fondamentale pour nos sociétés. Est-ce que nous acceptons que nos sociétés soient conduites par nos peurs, nos émotions, plutôt que par la raison? C'est une question qui nous concerne toutes et tous. Merci David pour la question, pour Covid et ce soir. Un complément peut-être Olivier? Très léger pour répondre à votre deux questions qui étaient intéressantes. Pourquoi qu'est-ce qu'on peut répondre à Elon Musk? Lui dire que en fait c'est pas de la censure et que le manque de modération en fait ça tue des gens. Voilà. Des informations tuent. Alors on n'en a pas parlé ce soir, mais vous avez tous en tête, je pense, l'histoire de Samuel Paty, cet enseignant d'histoire géo décapité. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais je vous renvoie, je fais un peu de promo pour les membres d'Entre les lignes, mais le service vidéo du Monde a fait une super vidéo. Vous tapez vidéo Le Monde affaire Samuel Paty qui résume l'affaire en 7 minutes et montre à quel point en fait il y a deux trajectoires qui vont se percuter en fait, la trajectoire d'un mensonge et la trajectoire de celui qui est passé à l'acte. Et on n'a pas le temps d'en parler, mais au départ c'est de la désinformation, c'est un mensonge, c'est une calomnie qui a été reliée d'une puissance virale. On pourrait citer plein d'autres exemples. Vous savez, ça tue, ça provoque des violences. Je vous mets deux exemples. Vous savez, il y a une rumeur qui traîne depuis des années, vous l'avez vu, je pense, une photo d'une camionnette blanche qui explique que on est en train d'enlever des enfants et qu'il faut faire attention. Enfin, voilà. Donc il n'y a rien de plus commun qu'une camionnette blanche en France. Tous les artisans, bien évidemment, c'est un fait qui peut marcher partout et qui marche, qui cartonne. Et en fait, ça vise qui? Ça appuie sur des vieux préjugés. En fait, ça vise la communauté des gens du voyage. Sur un vieux préjugé, et je vais utiliser le conditionnel en disant seraient des voleurs d'enfants, bien évidemment. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont vu Alors ça s'est passé à deux endroits, en Seine-et-Marne et dans l'Oise, à peu près en même temps. Il y a des gens qui ont vu ces publications-là, qui ont cru, parce que l'émotion, c'est tellement facile de céder à nos émotions, c'est tellement facile de ne pas s'arrêter comme vous le faites, monsieur, et encore une fois, bravo de s'arrêter. C'est tellement facile de le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans le premier camp de gens du voyage qu'ils ont trouvé, la nuit, et puis ils ont sorti tout le monde, ils ont tabassé des gens. Voilà. Alors ce qui va être très intéressant, c'est que ces deux affaires, elles vont être jugées. Et moi je serai très attentif à savoir comment va se comporter la justice. Est-ce que la justice va dire « Monsieur, vous avez agi sur le fondement d'une information que vous avez vue sur Internet, est-ce que c'est une circonstance atténuante? C'est pas votre faute. » Ou au contraire, est-ce que la justice va dire « Mais circonstance aggravante, justement. » Donc ça tue. Le Capitole, je vais pas, ça tue, on peut en parler avec la science, parce que vous savez que ça, on n'en parle pas souvent, mais le premier... tiens, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous savez quel est le premier thème de prédilection des fausses informations ou des théories du complot? C'est quoi? Le thème? La santé, très bien. Effectivement, alors, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, parce que, aujourd'hui, on a le Covid, et c'était déjà le cas avant la Covid. C'était déjà le cas, effectivement.
mais je crois que tu pourrais nous en parler. Il y a des vidéos qui ont 500 millions de vues sur YouTube, qui existent encore, qui n'ont toujours pas été supprimées, qui expliquent qu'en fait, en congelant du jus de citron, on peut soigner son cancer, soigner son diabète, soigner des maladies en fait. Et vous imaginez pas, ça fait rire, mais c'est comme la terre plate, ça fait rire. Mais il y a des gens qui, désespérés en fait, arrêtent leur traitement et font des glaçons de jus de citron. Donc il y a des gens qui meurent. Voilà. Donc le discours politique et le discours scientifique, tous les deux sont cibles de cette campagne-là. Peut-être Olivier, un dernier mot avant de conclure. Non, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais. Comment utiliser Twitter à bon escient? Parce que nous, on est dans le milieu scientifique, c'est quand même un outil de communication. On a les informations plus rapidement. Et c'est vrai que même maintenant, quand on publie un article scientifique dans une revue, dans une grande revue, validé par les pairs, etc., le scientifique va lui-même le communiquer via Twitter, et c'est ça qui va faire lire à la communauté l'information scientifique. Donc c'est indispensable finalement maintenant au bon fonctionnement de la transmission de l'information juste. Mais voilà, donc la difficulté, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie. Merci Olivier, merci à tous les trois. Je rappelle, nous avions avec nous Olivier Schwartz, vous êtes virologiste, directeur de l'unité virus et immunologie de l'Institut Pasteur. Avec nous également Olivier Guimond, vous êtes journaliste et directeur de l'association Entre les lignes, et David Colomb, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, historien de la communication. Merci à vous mesdames et messieurs pour...